Bienvenue à Ici c'est Hockey, bienvenue à ce mercredi/jeudi des collaborateurs. Grosse semaine. Cette fois, ce soir, on est présenté par Sapristi Communication, agence de communication multiservice, basée à Drummondville. Et un petit mot sur la saison du Brock Baseball Club. L'un de nos clients, l'ami Félix Voyer ainsi que moi-même. Brock Baseball Club qui débute sa saison au mois de juin. Ça va être à suivre. Votre humble serviteur ici comme annonceur maison et puis Félix Voyer comme DJ. Toute qu'une équipe pour ce début de saison qui sera dans les prochaines semaines avec des partisans, on l'espère bien, à compter du 25 juin. Ce sera permis. Donc, à suivre pour cela. Salut à Félix Voyer et à William Gervais, mes deux partenaires d'affaires dans cette belle entreprise. Merci les gars. C'est un plaisir de travailler avec vous. Salut à Chad qui dit salut mon Matt dans le chat. Oui, pas dans le chat. Hein? Salut Chad, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Un régulier, ce Chad, un régulier. Et là, ce soir, chers amis, c'est le retour de FX. Rien de moins que le retour de FX. Annoncé semaine après semaine comme étant le prochain collaborateur. Le voici maintenant, ce soir, FX aura chargé. Hein? Et vous savez ce qu'on dit? Eh bien, lorsqu'on a du talent, est rempli. Je pense qu'FX nous en a fait la confirmation dans les dernières semaines. Mais le voici, lui qui a eu une promotion au 91.9 Sport. Promotion bien méritée puisqu'il fait du très bon travail. Salut FX! Comment ça va, mon cher Mathieu? Ça va bien toi aussi? Ah, ça va super bien. Écoute, ça fait longtemps. Il y a eu des pépins dernièrement, là, beaucoup occupé avec le travail, puis il y a eu les jeux de la communication également, puis tout ça. Mais anyway, tu es déjà au courant de tout ça. Mais bref, je suis super content d'être de retour, puis justement, je vous parlerai de mes nouveaux projets, puis tout ça à la station. Mais non, c'est super cool. Puis écoute, juste pour toi, j'ai sorti mon chandail des Blackhawks. Alors, dans le thème. Juste pour que les voilà, gens qui se joignent à nous, qui ont vu le visuel, fassent comme le lien. Là. C'est toi, là. Le gars avec le chandail des Hawks. OK, cool. J'aime ça. C'est juste pas le petit collet rouge, mais non, effectivement. C'est vrai qu'il ajoute un petit look, hein? Pris sur la photo originale en plus, le col rouge. Exact. Non, solide travail de Jérémy Chabot, notre graphiste. Il est solide, le Chabot. Oui, solide. effectivement. Puis là, il y a Nunes qui dit FX est hot. C'est vrai que FX est hot. Merci, on peut pas dire le contraire. Puis là, FX, on est content de t'avoir avec nous, mais je voudrais d'abord te féliciter pour les Jeux de la Com. Bravo. Merci. Pour ton travail. J'ai vu que là, c'était un post très touchant là, que tu as fait. FX, bravo pour ton implication. Tu es très doué, puis on comprend que tu es occupé dans les dernières semaines. Il n'y a pas de trouble, Tant que tu es de retour à ICC Hockey, on est toujours effectivement. Oui, effectivement. Puis je vais être de retour pour vrai. Puis là, je vois Marc qui marque CH en 7. Effectivement, c'est aussi ma prédiction pour le CH contre les Jets. CH en 7, FX en 7. CH en 7. J'adore ça. Excellent. Mais non, FX, parle-moi du 91.9. Oui, effectivement. Bon, 91 de sport. Pourquoi j'ai été occupé ces temps-ci beaucoup? C'est parce que j'acceptais un nouveau poste. Moi, je travaillais plus la fin de semaine. J'avais mon émission la fin de semaine qui s'appelle Cube L'École, qui passait les samedis puis dimanche matin de 8h à 9h. Mais là, maintenant, je suis producteur en semaine de l'émission qui s'appelle Du sport le matin. Puis cette émission-là, écoute, c'est l'émission matinale de la station qui est animée par Gilbert Delorme. Exactement. Puis Louis-Philippe Guy. Puis écoute... mon rôle est un peu différent. Ce que je fais, c'est que je produis l'émission. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui book les invités. C'est moi qui fais la recherche également de l'émission. Comment ça fonctionne? C'est par exemple, ben là, je dois me lever tôt. Là, je suis debout à 4h15 le matin environ. Mais bref, le show est de 6h à 10h. Moi, ce que je fais, c'est que je trouve des idées, je trouve des concepts d'invités. Puis, ce qui est important de ce métier-là, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent faire ça dans la vie, là, c'est, par exemple, je vais nommer un exemple. Par exemple, mon but, c'est, comme objectif, bon, il y a eu la situation avec Jake Evans hier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on parle à un proche de la famille? Est-ce qu'on parle à un père de joueur? Exemple, je ne sais pas moi, Alain Dano, le père de Philippe, pour qu'il nous parle un peu d'une expérience que Philippe a déjà connue. Bref, c'est juste de penser un peu aux intervenants qu'on peut avoir en lien également avec le sujet, puis de trouver des angles. Exactement. C'est exactement ça, mais non, c'est super motivant, puis tout ça. Puis même s'il faut que je me lève tôt, puis habituellement, j'étais un couche-tard, là, mais puis j'étais un lève-tard surtout. Donc, c'est difficile de se coucher tard, se lever tôt. Donc là, c'est certain que je me couche un peu plus tôt, mais non, c'est super motivant, super cool. Puis la gang est très, très nice aussi. Mais c'est une belle expérience. Puis travailler de même en semaine aussi, ça fait différent. C'est un pas de plus également dans la bonne direction. Puis tout animateur a été recherché, sous-producteur à un certain moment dans sa vie pour les gens, par exemple, qui viennent du milieu de la radio, là, qui ont fait ATM ou peu importe n'importe quel
études là-dedans. Souvent, tu commences par faire de la recherche, de la production, puis par la suite, éventuellement, lorsque tu deviens animateur, ben, tu connais également les angles que tu peux aborder, tu es capable de faire ta recherche, puis tout ça. Puis ça ressemble à ça pour le 91 de sport, ouais. Il y a Clément Hamelin qui dit l'avenir Ouais, appartient à ceux qui ouais. se lèvent tôt. Ah, Ben, ouais, ça, c'est vrai. non, mais c'est drôle parce que, exact, parce que Marc a le même poste que moi, mais au compétiteur, donc Ouais. à week-end au 99.5. Mais c'est exactement ça. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, puis c'est exactement ce qu'on fait en ce moment, mais non, c'est super cool. Puis ça fait en sorte que j'ai été pas mal occupé avec les jeux de la com aussi en ce moment, puis là, c'est terminé, c'est fini. Après 3 ans de jeux de la com, c'est le temps de décrocher, Matt. Mais pour ceux qui veulent aller à l'université, là, je vous invite à faire les jeux de la com. Par contre, c'est une super belle expérience, puis tu t'améliores également dans diverses épreuves. C'est des compétitions universitaires, puis de bulletins de nouvelles, talk show, différentes épreuves, des épreuves également publicitaires. Non, c'est vraiment une belle expérience, je te dirais. Donc, somme toute, c'est terminé. Puis là, maintenant, je peux être là plus souvent également à l'émission. Je suis content. Puis là, la question qui vient, c'est qu'est-ce que FX ne fait pas? C'est ça qu'on veut savoir. Radio, idée. Puis là, parce qu'il faut comprendre aussi que l'émission que tu produis le matin, il y a des collaborateurs, écoute, c'est pas des deux de pique, là. On va dire les vraies choses, là. Tu sais, il y a Régent Tremblay, Martin Leclerc, il y a Chantal Maccabé, Pierre Roud, il y a du monde là, qui passe cette Non, c'est une grosse émission, puisque... Puis un des trucs aussi de la job, c'est de devoir être en contact avec ces personnes-là, puis de faire en sorte qu'on puisse les booker pour la fin de semaine. Bon, de quel sujet tu veux parler, tu veux revenir sur quoi. C'est certain qu'il y a des sujets qui sont plus parler à ces évidents. gens-là, FX? Non, pas du tout. C'est des super de bonnes personnes, puis il ne faut pas être gêné non plus de leur demander conseil puis de leur parler parce que c'est des gens qui ont passé par le même processus que nous, qui ont commencé comme nous en bas de l'échelle puis qui ont monté éventuellement parce que c'est des personnes qui travaillaient fort puis qui avaient du talent. Mais non, pour vrai, c'est des super de bonnes personnes. Puis honnêtement, c'est... Mais gênez-vous pas. Si, par exemple, vous voulez avoir quelqu'un comme ça en entrevue ou peu importe, ils sont super gentils, super généreux. Ils donnent des conseils en plus aux plus jeunes parce qu'ils ont passé par là. Donc, je pense que c'est le meilleur processus là, pour se rendre plus haut. Puis, s'il y en a qui sont vraiment intéressés par ce monde-là de la communication, c'est vraiment des bonnes personnes. Puis, ils peuvent être des personnes ressources là, pour vous aider éventuellement. Puis, c'est une question de contact aussi, là, éventuellement. Là. C'est super important d'avoir des contacts dans ce milieu-là. Puis, c'est des personnes qui peuvent t'aider aussi. Donc, non, vraiment des bonnes personnes. Donc, ça, somme toute, ça ressemble à ça, des collaborateurs, des invités. Bref, c'est le bookage d'une émission du matin qui demande de faire une petite sieste en après-midi, mais non, pour vrai, c'est très enrichissant puis super motivant comme expérience. Okay. Puis, dernier petit point là-dessus, tu parlais de contact, justement. Ta position te permet véritablement de t'en créer là, une banque de contacts puisque tu es en contact avec tout le monde. Contact, banquier. Tu es en contact avec tout le monde puisque tu parles aux animateurs, mais tu parles aussi aux gens qui vont venir sur le show, aux collaborateurs réguliers. Puis, tu sais, les sujets partent, il faut que ça parte de quelque part. Fait que, je veux dire, de faire le lien entre tout le monde, ben, c'est quand même hot. C'est exactement. T'es comme, comment je pourrais dire ça? T'es la quatrième roue d'une voiture. Tu sais, une voiture, pour que ça roule, il faut 4 roues, puis toi, t'es la quatrième roue, donc tout passe par toi. Si t'es pas là, la voiture, elle fonctionnera pas, puis elle va s'écraser dans un banc de neige, elle va rouler de même. Exactement, ça fonctionnera pas. Donc, toi, t'es vraiment la transmission entre les animateurs et les collaborateurs. Bon, c'est certain qu'il y en a qui, de toute façon, qui se parlent déjà, qui s'entendent super bien, mais ils ont besoin de quelqu'un pour faire la transmission entre les deux parce que, bon, les animateurs, ils animent le show, il faut qu'ils soient à l'affût de l'actualité, mais ils n'ont pas le temps de booker des gens. Donc, toi, ton but, c'est de booker les gens qui veulent ou de proposer des idées. Puis, justement, pour que ça fonctionne bien, ben, ils ont besoin, exemple, d'un FX, ils ont besoin d'un Marc-Antoine, ils ont besoin de n'importe qui peut être là puis qui peut faire la transmission entre les deux. Puis, c'est super important. Tu sais, nous autres, au 91 de sport, on a environ quoi, un producteur par émission, mais par exemple, il y a des émissions où, tu sais, les émissions de télé, là, ils ont 3-4 recherchistes, producteurs, puis c'est vraiment des fois plus gros aussi, là. Mais ils ont besoin de personnes comme toi qui fait ce métier-là, et souvent, ces personnes-là sont également un peu plus jeunes parce qu'ils commencent dans la hiérarchie. Donc, éventuellement, ils montent comme animateurs, ils montent plus haut, tout dépendamment de ce qu'ils veulent faire. C'est sûr, il y en a qui font ça toute leur vie parce qu'ils aiment ça. Mais éventuellement, si tu as d'autres aspirations, c'est certain que tu peux monter dans la hiérarchie. Puis ça, c'est super motivant aussi. Donc, somme toute, ça ressemble à ça, je te dirais. Là. La polyvalence. Un gros thumbs up. Exact. Ouais. FX, là, on doit parler de hockey parce que c'est bien beau la radio, mais c'est oui. Puis, on est en pleine série. J'ai écouté le match hier soir, puis là, on n'aura pas le choix de commencer avec ce coup-là. On va en parler brièvement parce que l'on aborde ça avec Simon Bédard, notre expert canadien, dans notre deuxième segment. Mais FX, outre cette victoire de 5-3, tu as pensé quoi du geste commis en fin de match par notre ami Mark Scheifele?
Ouais, je veux pas en parler trop, comme tu l'as mentionné, parce que Simon va en parler dans une vingtaine de minutes. Puis je pense qu'aujourd'hui, si vous avez écouté la télévision, les radios de sport, là, ça Écoute, faisait que même parler le de ça. 18h, même le 18h Ouais, là, à TVA, c'était que ça le sujet. Là. On a même fait un gros montage avec dans le passé Marty McSorley déclaré coupable, Todd Bertuzzi. Écoute, là, c'était le sujet là, ouais, aujourd'hui effectivement. de tout le monde. Là. Mais c'est parce que c'est certain que ce que je trouve le plus dommage dans la situation, c'est que la Ligue nationale, encore une fois, va pas sévir comme elle doit sévir en conséquence du geste. Et moi, ce qui m'a fâché, on a tous regardé la reprise. Moi, je l'ai regardé 5-6 Ouais, fois. Tu as dû avoir des frissons aussi. Tu as dû faire, voyons donc, absolument. qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut se passer comme ça alors qu'on a eu un super de bon match? Puis, je trouve ça plate parce que le Canadien a tellement été bon. Puis, la performance en tant que telle, on n'en parle même pas. Ça a été terni par ce geste-là à la fin de la rencontre. Puis ça, c'est super dommage parce que vraiment, là, on a vu de belles choses hier. Mais sur le geste en tant que tel, Matt, ça n'a pas sa place. Et moi, ce qui m'a fait réagir beaucoup aujourd'hui, c'est l'entraîneur justement des Jets, Paul Maurice, qui a parlé de l'événement et qui a dit, et là, j'ai la citation devant moi traduite en français, là, il dit comme joueur, tu dois faire tout ce qui est en ton possible pour empêcher un but. Ça fait partie du hockey. C'est un contact très violent, mais c'était légal. Et pour ma part, c'est pas du tout légal Écoute, ce qui s'est c'est du passé. Là, culot de dire ça. C'est du culot de c'est du dire qu'il culot de avait dire joué ça. le puck. Du Ouais. culot de dire qu'il jouait le puck. Sérieux, Il lève les, Paul, il là? lève les, ouais, puis il lève les patins sur la séquence également. Puis je comprends que c'est pas un récidiviste, là, Mark Scheifele. C'est la première fois qu'on voit quelque chose dans le genre, mais quand est-ce que la Ligue nationale va porter ses culottes puis vraiment se sévir? Puis on s'entend que c'est un joueur étoile, c'est un joueur super important, c'est leur premier centre, mais à un moment donné, il faut quand même faire la part des choses, puis il faut le punir pour un geste comme celui-là. Puis ce que je trouve dommage aussi de la situation, c'est que ça va prendre quoi? Réellement, ça va prendre quoi pour qu'un jour, la LNH, le comité de discipline, fasse quelque chose par rapport à ça, puis décide de vraiment dire, bon, là, ça suffit. Pour vrai, honnêtement, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un geste qui va être commis aux conséquences très, très graves. Ici, je parle peut-être d'un joueur qui va être dans le coma, je parle d'un joueur qui va peut-être mourir. Ça On va va arriver. assister un jour à quelque chose dans le genre. C'est là, probablement, qu'on va comme ouvrir nos yeux pour en faire OK, là, c'est le temps d'agir. Mais c'est parce que le temps d'agir, c'était pas quand ça va arriver, c'était les gestes juste avant, puis tout ça. Puis pour moi, le fait que c'est pas un récidiviste, je m'en fous. Pour vrai, je m'en fous complètement. Mm-hmm. La gravité du geste est quand même là. La gravité du geste est quand même là. Puis pour moi, ça aurait évité au moins 5 matchs de suspension. Puis ce sera même pas ça. Pour vrai, avec le fait que l'audience est par téléphone, ça va donner quelque chose comme peut-être 2 matchs, 3 matchs. Puis pour moi, c'est pas assez. Surtout que Jake Evans connaissait tellement du bon hockey. Puis ça, je pense que c'est ce qui est le plus dommage aussi dans cette situation-là. Tu as tout à fait Mais raison. bref. C'est un joueur qui est sur une lancée. Puis là, je Ouais. vois Chad qui dit cette mise en échec, c'est le contraire du mot légal, absolument. Mais sans entrer dans le vif du sujet, parce qu'on en parle tantôt, la seule chose que j'ai à répondre à ce que tu dis, tu as tout à fait raison quand tu dis ça va prendre quoi. Puis, ça vient de me faire réaliser, ça fait combien de fois qu'on l'a, ce débat-là? Ça fait des dizaines de Ah fois. non, ça n'a pas de C'est pas sens. des centaines, là. Pas de sens. Ça fait des centaines de fois depuis plusieurs années, là, depuis plus que 10 ans, là, qu'on dit le hockey a pris un step de vitesse parce que là, OK, au début des années 2000, on a enrayé ça. Là. Les coups au centre de les Scott Stevens là, qui part du fond de sa zone. Puis bon, on a dit ça, c'est assez. Milieu des années 2000, terminer les crochets, on colle les deux de bâton, puis ça va faire. Là. On veut un jeu un peu plus propre. Puis là, écoute, là, depuis une quinzaine d'années, on voit ce genre de geste-là à répétition, à part à Fitorez, là, qui a été suspendu significativement. Il n'y a pas eu d'autres grosses suspensions. Puis, à un moment donné, ça va arriver. Puis, ce qui est complètement stupide, c'est que on va dire, on a eu des dizaines et des dizaines de fois la discussion, mon Dieu, ça aurait pris quoi? Puis là, c'est arrivé, alors que à chaque fois, c'est une chance de plus et c'est écrit dans le ciel que la LNH ne sévira pas. Bref, on s'arrête là-dessus pour ça. La LNH est en deux chaises parce que c'est un dossier chaud, là. Tout le monde part, là. Sinon, on va partir trop longtemps. Puis la LNH est vraiment en deux chaises. Jeu rapide, talent, classe et money. Là, les gens vont parler du match. On veut le voir se faire péter à la gueule. Regarde, Gary Bettman a vu la face de Shea Weber puis il s'est dit, ça peut pas arriver. Et moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Ouais. C'est ça que je trouve épouvantable. C'est que ça ne peut, au niveau spectacle, ça ne peut pas arriver. On ne peut pas le sortir de la série et qu'il ne sorte pas. Il y a des choses à régler et les gens veulent voir ça. Puis le problème là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas complètement tort. Exactement. Puis moi, ce qui me fâche un peu de la situation, c'est qu'on tente encore
j'ai comme l'impression des fois qu'on tente encore de vendre le hockey comme un sport de violence, un sport des années 80-90 où il y avait des coups cochons, des coups à la tête, c'était accepté, c'était ci, c'était ça. Mm. Le hockey, c'est plus ça en 2021. Puis les jeunes n'ont pas la mentalité de voir du hockey de la sorte. C'est plus Nous, ça, on n'a le pas hockey grandi maintenant. avec du hockey Non. comme ça, là. Non, puis c'est pas quelque chose qui nous plaît à regarder, mais j'ai l'impression qu'on veut tellement aller chercher, surtout aux États-Unis, une clientèle qui pense encore que le hockey, c'est un sport de violence, un sport de contact. Et je parle ici de pas des amateurs ardus de hockey, je parle des amateurs de sport qui, eux autres, écoutent Les pas tant le amateurs, hockey. quand ça brasse, là. Le monde aime ça Exactement. quand ça brasse. Et la situation de Tom Wilson, là, justement, là, moi, là, ce que je trouvais dommage, c'est le type d'engouement. Il n'y en avait pas un grand. Là. Moi, je ne connais pas personne quasiment dans mon entourage qui avait un engouement en vue du match, le retour, après ça, après la suspension qu'on n'a pas donnée à Tom Wilson avec le geste à l'endroit d'Artemi Panarin. On n'a pas donné de suspension. J'ai vu aucun engouement auprès quand même des jeunes de notre entourage, autant toi que moi. Il n'y avait aucun engouement par rapport au fait de regarder le match d'après pour voir comment ça allait brasser. Mais encore une fois, on a comme l'impression qu'on veut vendre le hockey de cette façon-là puis dire, hey, ratez pas le prochain match avec ce qui s'est passé lors du dernier. Ça va brasser, ça va donner des points sur la gueule, puis ratez pas ça. Mais c'est plus ça, le hockey en 2021, puis c'est ça surtout que je trouve dommage. Mais bref, laissons Simon en parler. Je pense que Simon est très bien placé pour nous en parler. Il couvre le Canadien également à l'année longue, puis il va pouvoir nous donner plus de détails également sur la situation. Mais bref, très fâché du contact, très fâché de la manière qu'on le gère du côté de la Ligue nationale. C'est poche. Ça fait 2 fois qu'Evan se fait frapper cette année, là. Ça fait 2 fois qu'il se fait frapper. Il y a un historique de commotion. Dom Ducharme dit ce matin va être absent longtemps. C'est poche. C'est sûr que c'est poche. Puis tu as tout à fait raison. Fait que tu présentes ça de la bonne manière. Puis on va conclure ce sujet-là de cette manière-là. Ouais. Malheureusement, moi, après avoir scruté les commentaires de la page des Caps, après la victoire le lendemain contre les Rangers, Wilson mis dehors, puis les Caps qui ont gagné le tour de chapeau de TJ Oshie. Bon, tout ça, là, les commentaires, c'était de loin le match le plus enlevant de l'année. Incroyable. Tous les matchs comme ça, s'il vous plaît. Et j'ai pas vu un commentaire disant c'est sûr, les Caps ont gagné ce match-là. Là, fait que les fans sont contents. Là, puis ils ont gagné la bataille physique aussi. Là. Je veux dire, ils étaient plus solides que les Rangers. Mais tout ça pour dire, il reste quand même une certaine clientèle qui semble acheter ça. Puis tu sais, la LNH ne prendrait pas cet angle-là si c'était pas payant d'une manière ou d'une autre. Donc, je dis pas que c'est dans notre société qu'on doit se poser la question, mais que cette problématique-là entre deux chaises pendant un bon moment, là, parce que c'est pas prêt de se résoudre. FX, il y a des séries en cours présentement, 4 séries. Non. C'est quand même assez enlevant ce qu'on voit dans la LNH présentement. Ça a été incroyable de voir ce premier match du Canadien contre les Jets, de voir le Canadien sortir de la manière dont ils sont sortis. On en parle plus tard avec Simon, mais simplement, en commençant sur cette série-là, le Canadien n'a pas fait d'erreur hier. Le Canadien a dicté le tempo. Le Canadien a commencé le match en chef. Écoute, c'était une équipe transformée, là. Oui, littéralement. Puis, il y avait 2 angles de voir un peu comment ce match-là allait se dérouler. Soit une équipe qui était fatiguée de ses 7 rencontres contre les Maple Leafs, puis les Jets qui étaient reposés puis qui allaient aborder ce match-là d'une façon différente en force puis qui allaient probablement gagner le premier match. Ou soit tu pouvais te dire que le Canadien a un momentum, a remporté ses 3 derniers matchs dans la série contre les Leafs, va rebondir en force lors de ce match-là alors que les Jets sont rouillés, ils n'ont pas joué depuis une semaine, ils ont battu les Oilers, oui, mais ça a été quand même des derniers matchs très, très serrés, là, entre autres en prolongation plusieurs fois. Et il y avait différentes manières de le voir, mais le Canadien est sorti en force. Puis moi, c'est ça, c'est justement le coup, je trouve ça triste que ce soit arrivé en fin de rencontre parce qu'on ne parle pas du but de Kotkaniemi qui, depuis son insertion en série, est incroyable au sein de cette équipe-là. Ça a changé la donne lors de la première ronde avec Cole Caulfield. Il était temps que les jeunes jouent dans la formation, puis on le voit sur la patinoire, ça fait une énorme différence. Puis justement, Sheldon Keefe l'avait dit, là, pour lui, qu'est-ce qui avait changé la série de balles lors de la première ronde? C'était justement quand on embarquait Cole Caulfield sur la patinoire. Le Canadien, ça a pu me donner un boost. Puis même chose pour Kéké aussi également. Puis il a connu un super de bon match hier. Personne parle de la fin de Suzuki qui marque un super but sur une passe. Je ne sais pas, Edmondson a fait cette passe d'où, honnêtement. Je ne savais pas qu'il était capable de ce type de passe-là, de cette vision de jeu-là pour la passer en zone adverse. Et ça a vraiment, il a joué vraiment tout été un bon match. Joel Edmondson, là, il a été exceptionnel dans le match hier. Il était partout. Dans zone on le voit pas. Voilà. Non, absolument, on le voit pas. Hier, il était partout. Ça a vraiment été un gros match. Puis moi non plus, je ne pensais pas qu'il était capable de faire ce genre de jeu-là. Mais le Canadien a utilisé cette énergie-là à bon escient. Là. Vraiment, là, ça a été
ça a été spécial d'avoir cette équipe-là qui a joué du hockey, du shutdown hockey contre les Leafs, là, vraiment, ont profité de leur chance, puis ont gagné des matchs à bas pointage, puis on a vu un tout autre type de hockey hier dans cette série-là. Intéressant. On en parlera avec Simon tantôt. Ouais. J'aimerais qu'on parle de la série entre les Golden Knights et l'Avalanche. Oh là là là. On a passé proche d'avoir une série. On a passé proche, mais j'ai l'impression qu'on a passé à côté, moi. Ce 2-0-là va faire tellement mal aux Knights parce que le premier match, écoute, même pas besoin d'en parler, là. La décision de mettre Robin Lehner, ça a donné ce que ça a donné. Et puis là, match 2 en prolongation. Puis l'Avalanche qui va chercher la victoire. FX. Honnêtement, Matt, je pense que une de mes plus grandes déceptions depuis le début des séries, c'est les Golden Knights. Honnêtement, parce que c'est une équipe qui nous a prouvé au fil du passé, de sa jeune carrière quand même, que année après année en série, on était capable d'avoir des bons résultats. On s'est rendu en finale de la Coupe lors de notre première année également dans la LNH. Puis j'ai comme l'impression que cette année, en série, ça a été difficile contre le Wild. Bon, une équipe surprenante, mais avec l'expérience que les Golden Knights ont en série, je pensais que vraiment cette série-là aurait pu se terminer en 5 ou en 6. Puis je comprends qu'il y en a plusieurs qui prennent Minnesota parce que c'est une équipe surprenante cette année, mais offensivement, les Golden Knights ont beaucoup de difficultés. Mark Stone effectue un bon travail défensivement, mais offensivement, on ne le voit pas présentement depuis le début des séries. C'est pas normal que Mark Stone ait 5 points depuis le début de la campagne en 9 matchs. C'est pas le Mark Stone qu'on connaît, qui est un joueur pourtant que j'adore, un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale. Max Pacioretty est arrivé. Bon, ça a aidé un peu la formation. Ça fait 3 matchs maintenant qu'il est là. Mais offensivement, cette équipe-là, je la retrouve pas. Oui, il y a eu des décisions douteuses quand même de la part de l'entraîneur qui décide de faire jouer Robin Lehner. Et bon, la saga Robin Lehner, Marc-André Fleury puis les Golden Knights, là, ça dure depuis l'an dernier en série. Là, on s'entend. Mais cette année, avec la saison qu'a connue Marc-André Fleury, je peux pas croire qu'on veut reposer les 2 gardiens de but. C'était pas 2 matchs en 2 soirs. Là. On veut reposer les gardiens de but avant le début de la série. Oui, ça s'est rendu en 7 là, contre le Wild du Minnesota. Mais quelle décision bizarre, douteuse. Je comprends absolument pas pourquoi on a fait ça. Et du côté de l'Avalanche, au contraire, c'est une équipe qui a le momentum. Écoute, 6 victoires en 6 matchs depuis le début des séries. C'est une équipe qui pour moi, justement, je parlais de prétendant à la Coupe Stanley. Pour moi, l'Avalanche du Colorado, il n'y a rien qui peut les stopper présentement. C'est une équipe qui est dominante et même que je me suis reposé la question et je te la pose d'ailleurs ce soir. Si tu te bâtis une équipe de hockey, est-ce que tu prends un gars comme Connor McDavid ou tu prends un gars comme Nathan MacKinnon? Si tu as à bâtir une équipe de hockey, qui tu prends de ces 2 joueurs-là? Puis c'est pas une question pêche du tout. Je pense que ça peut être du 50-50, peu importe. Mais écoute, c'est parce que ce qu'on voit de McKinnon en série, c'est quelque chose. Là. Puis là, coach qui dit puis-je avoir une bonne fête? Bonne fête, mon beau coach. Ben oui. Bonne fête, mon beau coach. Hey, je n'ai même pas souhaité bonne fête encore aujourd'hui, mais on s'en reparle, coach. Je suis désolé, je suis le pire ami. Mais il dit que je gère en plus, ce gars, coach. Moi non plus, je ne te l'ai pas souhaité, mais là, en direct, ça c'est ancré, là. Même en rediffusion, les gens qui vont écouter ça dans leur auto vont faire coach, Jonathan Barbeau, le seul et l'unique, c'est sa fête, ben oui. En tout cas, désolé pour cette petite interruption, mais absolument FX, c'est une équipe qui a le momentum, l'Avalanche. Ouais. Puis, pour répondre à ta question, McDavid ou McKinnon, écoute, je serais fou de te répondre Connor McDavid, là, présentement, au moment où on se parle, tu regardes McKinnon, qui est le capitaine, qui n'est pas le capitaine, pardon, qui est l'assistant dans l'un des gros leaders. Là, on s'entend, pas le 6 sur son chandail, mais c'est tout comme, là, c'est la superstar de l'équipe, là. Et l'assistant d'une équipe qui, oui, a tous les éléments, mais qui a une énergie. Puis je veux dire, le joueur superstar, là, il n'est pas étranger à ça. Là. Il n'est pas étranger à cette atmosphère-là qui règne dans l'équipe. Je veux dire, l'Avalanche a une très, très bonne équipe, mais je ne sais pas comment dire. Il semble avoir un fil conducteur. Il y a quelque chose. Il y a un vibe, là. Il y a une énergie. Il y a quelque chose. Comme tu l'as dit. Puis Nathan MacKinnon a sa part, absolument sa part là-dedans. Donc, je vais pencher pour lui, mais tu sais, ça peut toujours changer. Là. Il y en a un qui n'est pas si mal aussi. Parce que, honnêtement, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vais aussi pour Nathan MacKinnon, juste pour l'unique raison que oui, tu as beau faire 104 points dans une saison dans la LNH, dominer au chapitre des pointeurs, peu importe. Si arrivé en séries éliminatoires, tu n'as pas la mentalité de gagnant, parce que le but ultime, c'est de remporter une Coupe Stanley. Je comprends que tu veux finir meilleur pointeur, puis je comprends que c'est important aussi, puis à titre individuel, c'est très, très bon aussi. Mais j'ai choisi MacKinnon avant parce que MacKinnon, en séries éliminatoires, depuis quelques années, on le voit, il prend le lead de cette équipe-là. J'ai pas l'impression que Connor McDavid prend le lead des Oilers d'Edmonton arrivant en séries éliminatoires. Il manque de leadership au sein de cette équipe-là. C'est peut-être une question d'expérience, mais
McKinnon est un peu plus vieux également que McDavid, 2 ans plus vieux. Mais pour moi, sincèrement, le Nathan McKinnon, il est explosif. Meilleur pointeur des séries présentement. Mais il shift 8 en série buts. en plus. C'est ce gars-là, on dirait qu'il y a un déclic. Et Sidney Crosby, en début de carrière, rappelle-toi, a connu d'excellentes saisons, a été très, très bon, a remporté une Coupe Stanley, entre autres. Mais par la suite, c'est un peu effacé. Quand je parle d'effacé, il connaissait d'excellentes saisons. Là. Il y avait au moins un point par match. Mais il y avait des moins bonnes saisons individuellement, mais arrivant en séries éliminatoires, c'est comme s'il s'était dit, en saison, je me donne moins. Je sais que ce n'est pas la mentalité d'un joueur de hockey, mais je me donne moins. Puis arrivant en série, on dirait qu'il y a comme un déclic. Arrivant en série, c'est comme si ça changeait complètement. Puis c'est pour cette raison-là que les Penguins ont remporté 2 Coupes Stanley de suite ici également. Puis j'ai comme l'impression que c'est un peu ça que Nathan McKinnon veut faire sur la patinoire. C'est un peu le même type de mentalité-là. Puis Connor McDavid, présentement, n'a peut-être juste pas l'expérience pour agir de cette façon-là, mais éventuellement, je suis pas mal certain que Connor McDavid, ça va être notre choix éventuellement à la fin de sa carrière avec ce qu'il va faire avec cette équipe-là, parce qu'éventuellement, les Oilers vont finir par gagner. Je ne peux pas croire que cette équipe-là ne sera pas en mesure de remporter quelque chose. Mais pour le moment, tu me demandes la question aujourd'hui, puis c'est Nathan McKinnon. Mais bref, les Oilers de Edmonton, une belle profondeur aussi en attaque, défensive top 4 extrêmement solide que j'aime beaucoup. Je pense que c'est avec les Golden Knights, les 2 meilleurs top 4, avec le Lightning aussi également en série présentement. Tu sais, Makar, je pense que c'est un des joueurs les plus sous-estimés là, de sa génération. Là. Je pense qu'on commence à réaliser à quel point ce gars-là, il n'aurait jamais dû sortir 4e de son repêchage parce qu'il est hallucinant. Là. Il est partout, là, sur la glace. Là. Partout. Quel dire de Sam Girard, encore des points dans le match d'hier. Une belle passe aussi en avantage numérique. Puis, tu peux pas laisser des avantages numériques à cette équipe-là. Là. C'est mortel. Là. Donc, tu dois être discipliné contre l'Avalanche du Colorado. Puis, je pense que la seule chose qui peut jouer contre l'Avalanche du Colorado, puis que je vais contre eux l'an passé lors du match ultime contre les Stars de Dallas, ça soit quoi? Soit qu'il arrive une surprise, une équipe Cendrillon qui sort de nulle part et qui est au courant que si le Canadien gagne contre les Jets et que l'Avalanche gagne, le prochain adversaire du Canadien en demi-finale, c'est l'Avalanche du Colorado. Et s'il y a quelque chose qui peut peut-être nuire à l'Avalanche du Colorado, en fait, il y en a 2. Nathan McKinnon a déjà vanté le travail de Philippe Danault en disant que c'est probablement le meilleur joueur défensif de la LNH. Et on l'a vu, le travail de Philippe Danault contre Austin Matthews en première ronde. Et deuxième chose, je pense que l'équipe qui peut battre l'Avalanche en ce moment, c'est une équipe qui a une étincelle, qui a comme un espoir. Et je pense que l'espoir du Canadien en ce moment, c'est devant le filet avec Carey Price. Et s'il y a quelqu'un qui peut peut-être jouer dans la tête de l'Avalanche, c'est le gardien de but étoile du Canadien. Je pense que c'est ces 2 trucs-là, peut-être, qui pourraient jouer contre l'Avalanche. Pour ça, il faut que le Canadien gagne, évidemment. Mais c'est ma prédiction. Mais sinon, l'Avalanche a le chemin droit devant pour remporter, encore une fois, je pense, les grands. En fait, encore une fois, pour remporter les grands honneurs cette année. Puis battre peut-être en finale une équipe comme le Lightning de Tampa Bay. Là. Mais, bref, les Golden Knights, pour moi, je crois pas aux chances de cette équipe-là de revenir dans cette série-là, malheureusement. Non, puis j'ai aimé le point que tu as dit en débutant sur cette série-là. C'est vrai que ça n'a pas été l'équipe. Je pense qu'on s'attendait à une équipe vraiment plus forte. Là. On s'attendait à ce que les Knights soient une coche de plus dominant. Là. Puis non, on avait une équipe là, avec des lacunes contre le Wild. Là. Oups, là, amener ça en 7. Ils ont gagné le 7e match, ça a été convaincant, là, mais moi, je ne m'attendais pas. S'il y a une équipe, je ne m'attendais pas à avoir trébuché comme ça au premier tour. C'est quand même réussi à passer au deuxième tour, mais vraiment trébuché. C'est pas les Golden Knights, c'est arrivé. Non, je pense pas non plus qu'ils ont de chance dans cette série-là. À suivre. OK, FX met l'Avalanche pour la Coupe, j'aime ça. Puis j'ai adoré le lien pour cette éventuelle, là, que je ne vais pas porter malchance aux Canadiens, là, mais cette éventuelle série contre l'Avalanche du Colorado, ça serait-tu quelque chose, ça? Pas en finale de la Coupe Stanley contre une équipe de l'Ouest dans une année de COVID, les anciens Nordiques. Là, les anciens Nordiques, c'est ce que j'allais dire. Ça serait tout un scénario. Il y aurait quelque chose, il y aurait vraiment un brand marketing derrière ça, surtout que le chandail qu'on a choisi rétro du côté quand même de l'Avalanche cette année, c'est un ancien chandail, c'est l'ancien chandail nordique qu'on a vraiment brandé pour l'Avalanche. Pour moi, ça a tout l'allure d'une série qui va être vraiment bonne, enlevante, puis qui va donner un très, très, très bon show, autant sur la patinoire que sur les réseaux sociaux. Alors, pour vrai, si le Canadien peut gagner, puis l'Avalanche, je suis quand même très confiant présentement, ça nous donnerait tellement une belle série là, en demi-finale. Là, ça serait incroyable. Pour ça, il faut que le Canadien passe les Jets. Mais avec le match d'hier, je suis quand même très, très encourageant de ce côté-là. Donc, on verra. Mais c'est surtout l'état d'esprit là, des Jets qui n'étaient pas prêts hier. Moi, je m'attendais à avoir une équipe prête qui a travaillé fort pendant 10 jours. Oui, en préparation pour les Leafs, j'en conviens que jouer contre l'équipe qui ne s'attendait pas, mais quand même, là, moi aussi, je suis relativement confiant, mais on va pouvoir s'en reparler. On va pouvoir s'en reparler de Celtics. Mais de l'autre bord, par contre, c'est pas facile là, ce qui s'en vient de l'autre bord. Islanders, Bruins, ça, c'est toute une série. Et si les Bruins avaient emporté le match numéro 2,
Là, tout le monde aurait dit les Islanders, l'équipe de système, sont pas assez forts. Boston a trop un bon roster, là, prêtez-moi l'expression, là, une bonne formation, un bon alignement. Là, par contre, les Islanders sont toujours capables de trouver le numéro de leur adversaire, peu importe c'est qui, là, de trouver le numéro de leur adversaire. On l'a vu lors du match numéro 2 de cette série-là, qui est présentement 1-1. Tu penses quoi de cette série-là? Honnêtement, ça fait 5 ans que j'ai appris qu'il ne faut jamais miser contre les Bruins de Boston en série. Je refuse catégoriquement de le faire. Puis, au cours des dernières années, je l'ai fait parce qu'éventuellement, en série, comme leur finale contre les Blues de Saint-Louis, j'avais priorisé les Blues en finale contre les Bruins. Ça avait été audacieux comme pari quand même parce que les Blues, c'était l'équipe Cendrillon à ce moment-là, en 2019. Mais honnêtement, en première ronde, j'ai pris les Bruins. Je garde ma prédiction pour la deuxième ronde. Je comprends que les Islanders ont du succès contre n'importe quelle formation. Ils sont bien dirigés. Devant le filet, ils ont un système défensif qui leur permet de bien fonctionner, d'accorder peu de buts. Mais je suis incapable de miser contre les Bruins. Depuis 2006-2007, j'avais sorti cette statistique-là que je trouve vraiment bonne. Les Bruins ont raté les séries seulement 2 fois. Ils ont un noyau qui se ressemble beaucoup depuis ce temps-là. Ils ont encore Patrice Bergeron. Ils ont une mentalité de gagnant avec Brad Marchand aussi également. Il y avait Zdeno Chara avant qui n'est plus là maintenant également. Mais tu vois, ils ont quand même eu du succès contre les Capitals de Washington sans leur ancien capitaine. Tout carrage devant le filet. Même si c'est un cas incertain à la fin de la saison, on ne sait toujours pas ce qui va arriver avec lui. Devant le filet, fait le boulot. Déjà, est en mesure des fois d'être hésitant, peu importe dans le passé. Mais là, présentement, depuis le début des séries, je le trouve très bon, tout carrage. Je le trouve en confiance devant son filet. Mais honnêtement, les Bruins de Boston, c'est une équipe qui est sous-estimée, qui a une mentalité de gagnant, puis qu'année après année nous prouve qu'ils sont en mesure. Oh, on a perdu FX. Je pense qu'on a perdu FX. Ça tourne, ça tourne. On va voir s'il sera de retour parmi nous. Dites-moi dans le chat si ça fonctionne bien, si vous m'entendez bien. C'est peut-être de mon côté la problématique réseau. Toujours en attente de FX. Bon, petit problème technique. Ça arrive, chers amis. FX qui vient de nous quitter, donc sera de retour dans quelques instants, probablement, pour compléter son segment. Des fois, les problèmes de réseau. Non, je vois Pat qui dit FX n'est plus là. Non, c'est ça. D'après moi, un petit problème de réseau du côté de FX qui est de retour directement. Chad aussi qui dit bug. Ben oui, ça, c'est les joies du direct, les joies des podcasts. Faut pas s'en faire avec ça. C'est probablement mon réseau. J'ai un réseau de bambou un peu ici. Là. Non, pas s'en faire avec ça. Non, honnêtement. Mais bref, pour poursuivre où est-ce que j'étais, je parlais des Bruins de Boston. Là. Tu m'entends bien, Matt? Tout fonctionne bien? Parfait. Écoute, pour les Bruins, ma seule inquiétude à l'avenir, parce que cette équipe-là est excellente, ça se trouve selon les joueurs qu'on retrouve dans ce vestiaire-là, parce que la plupart sont très vieux. Ils ont un noyau qui est vieux, un noyau qui gagne depuis longtemps. Mais les Toucaras, 34 ans maintenant, Patrice Bergeron, 35, bientôt 36, Brad Marchand, 33 ans. C'est une équipe qui se fait vieillissante. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment on va apporter les ajustements. Ils ont un excellent directeur général qui est allé chercher, entre autres, Taylor Hall. Est-ce que Taylor Hall peut être une option à long terme? Présentement, dans le rôle avec les Bruins, j'aime le rôle qu'on lui donne. Taylor Hall, on lui a tout le temps donné un rôle trop gros. On lui a mis beaucoup de pression dans les équipes auxquelles il a été là. Oui, il a remporté le trophée Hart, entre autres, avec les Devils, mais on lui a donné beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Puis j'ai comme l'impression qu'avec les Bruins, il y en a moins, donc il performe plus. Très belle acquisition de la part des Bruins, en plus à rabais. C'est une équipe qui va être dangereuse jusqu'à la fin des séries. Puis je m'attends à voir les Bruins l'emporter contre les Islanders. J'ai pris les Bruins en 7 matchs parce que je pense qu'au rendu au 7e match, c'est comme virer un 25-7, mais j'ai comme l'impression que l'expérience des Bruins peut quand même faire la différence. Alors, j'y vais pour Boston quand même dans cette série-là. Moi, je vais y aller Boston à 6 même. Tu sais, j'ai même pas l'impression que ça va lancer. Ils sont trop forts, les Bruins. Puis tu as tout à fait raison par rapport à Taylor Hall. Jouer avec Krejci, là, c'est la deuxième ligne, c'est parfait. Là. C'est parfait. Il y a pas, c'est pas le joueur sur qui repose la tête de cette équipe-là. C'est un ajout. On avait essayé cette formule-là avec les Sabres. Je pense que le fit n'était pas là parce qu'il y aurait eu un peu un rôle semblable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres éléments qui sont capables de produire offensivement. Mais l'équipe n'a tellement pas eu de succès que c'est dur de quantifier à quel point il y a eu un apport. Parce que là, dans une formation qui roule bien, c'est très intéressant de voir ce gars-là dans cette chaise-là. Puis c'est garanti qu'il signe là-bas. Il faut que les Blues trouvent de l'argent pour signer Taylor Hall. Et écoute, il vient enfin, là. Ce gars-là, on a l'impression qu'il a fait la Ligue au complet. C'est pas si promené que ça, là, mais on a l'impression qu'il a fait la Ligue au complet tellement on a beaucoup parlé de quand Taylor Hall signera-t-il son gros contrat. Va-t-il trouver sa maison pour les prochaines années? Mais d'après moi, avec les Browns, il y a un bon fit. Puis non, cette équipe-là, malgré les pertes en défense de Krug et de Chara, là, les deux meilleurs défenseurs à gauche de l'équipe l'an dernier, pas de trouble.
j'aime beaucoup le travail de Charlie McAvoy à droite. Puis le travail de Grizzly, quand il n'est pas blessé, là, c'est un défenseur qui bouge vraiment bien la rondelle. Sous-estimé. Vraiment très, très sous-estimé. Il peut être super intéressant. Donc, non, les Blues ont vraiment une bonne équipe. Et finalement, il nous reste une série. Oh! Ça, d'après moi, tu vas nous parler probablement plus du Lightning que des Canes parce que j'ai l'impression que tu favorises le Lightning. Puis t'es pas fou, FX. T'es pas fou. Non. Parce que le Lightning de Tampa Bay, moi, j'avais dit Panthers, hein. J'avais dit Ouais. Panthers, mais c'était assez l'année des Panthers. Non, mais t'es pas le Pas en seul. tout. T'es pas le seul. Non, t'es pas le seul par tout non plus. Mais honnêtement, Écoute, FX, tu penses quoi de cette série-là? honnêtement, le Lightning de Tampa Bay actuellement est dans une zone à part, je trouve, contre cette équipe-là. Puis, les Hurricanes, il y en a quand même beaucoup qui priorisaient, qui se disaient hey, cette équipe-là, encore une fois, elle a été très bonne, elle est bien dirigée par Rob Brenamo cette année. C'est une équipe qui peut encore une fois se surprendre en série, qui peut se rendre loin. Sauf que moi, tu vois, j'ai 2 déceptions en série. Je t'ai parlé des Golden Knights tantôt et là, je te parle des Hurricanes de la Caroline. Parce qu'en première ronde, ouais, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en première ronde, j'ai pas trouvé ça assez concluant contre les Prédateurs de Nashville. Écoute, je pensais même que les Preds allaient les battre, moi. Moi aussi, ouais. à 2-2 dans la série, des matchs en prolongation, des matchs très, très serrés. À chaque rencontre, ça aurait pu virer d'un bord comme de l'autre. Puis contre les Preds, les 2 derniers matchs remportés, les matchs 5 et 6 en prolongation, par un but, ça a Ils ont été remonté. facile. Vraiment. Puis honnêtement, je voyais, après la première ronde des Hurricanes, que moi, je voyais très, très loin, peut-être dans ces séries-ci, parce que j'aime beaucoup la formation des Hurricanes. Je trouve que c'est une équipe bien équilibrée, de la profondeur également. J'aime beaucoup leur défensive. Offensivement, ils ont quelques éléments intéressants avec Sébastien Aho puis Terry Vainen, qui lui a raté une bonne partie de la saison, mais est revenu à la fin, puis participait quand même aux séries. Mais avec les résultats de la première ronde, je me suis dit non, aucune chance que les Hurricanes de la Caroline arrivent contre le Lightning et Tampa Bay après une première ronde comme celle-là, puis soient en mesure de battre le Lightning. Alors, je favorise le Lightning. Je les ai choisis en 7 matchs quand même parce que je veux pas. Les Hurricanes, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Puis je veux pas non plus trop les négliger. C'est une équipe gossante. C'est une équipe gossante qui travaille fort, qui a un bon système de jeu aussi également. Mais pour ma part, je prends le Lightning de Tampa Bay que, pour vrai, là, ont trouvé la manière, avec la masse salariale, de corriger le tir. Kucherov est blessé, c'est pas grave, on va le mettre sur la liste des blessés à long terme. Il va arriver pour les séries éliminatoires où il n'y a plus de masse salariale en série. On va l'embarquer dans l'alignement. Meilleur pointeur des séries jusqu'ici. Pour vrai, je me dis, voyons donc. Tu sais, c'est une triche sans être une triche parce que ça ne fait pas partie des règlements. Tu as le droit en masse de le faire, mais ça reste que cette équipe-là qui était bonne en saison, qui est un peu moins bonne quand même que les Hurricanes et les Panthers en série, ben là, avec l'ajout de Nikita Kucherov, qui est un joueur élite dans la Ligue nationale, ben là, tu vois amplement cette équipe-là qui avait déjà une bonne profondeur en attaque. Quand tu as le luxe d'avoir 3 premiers trios aussi balancés, aussi bons, avec Kucherov sur le premier, Stamkos sur le deuxième, constamment des menaces offensives sur chaque trio, pour moi, ça fait une différence. Et vraiment, là, gros props aussi également à Ryan McDonough, qui pour moi, là, et je pense un élément très sous-estimé à cette équipe-là. Il a steppé up, Ryan McDonough. J'ai comme une impression qu'il y a eu un creux de vague un peu, ce gars-là. Après avoir été échangé dans un rôle vraiment moins important qu'à New York, où c'était la pierre angulaire de l'équipe, là, non seulement en termes de leadership, mais aussi sur la glace. Puis ce gars-là a steppé up. Il joue du gros hockey présentement en série. L'an dernier aussi, là, dans la conquête de la Coupe. Mais 2 choses là-dessus en terminant, FX. Cette équipe-là, les joueurs jouent presque tous avec une bague. C'est presque la même équipe. Je le sais. Ben, c'est ça qui est impressionnant. Puis les joueurs voulaient revenir. C'est un gros perk, là. Non, mais c'est ça. Exact. Puis, tu sais, la dernière fois qu'on a vu une équipe remporter 2 fois de suite la Coupe Stanley, 2 années de suite, ça a été les Penguins de Pittsburgh, avec Phil Kessel, etc., là, dans le milieu de la décennie 2010. Mais honnêtement, cette équipe-là a tous une bague quasiment autour du doigt. Puis c'est une équipe qui s'aime beaucoup, qui est une équipe qui a vécu. C'est ça que j'aime de cette équipe-là, c'est qu'ils ont vécu la misère l'année qu'ils ont été éliminés contre les Blue Jackets de Columbus en 4, alors que tout le monde les voyait remporter les grands honneurs, mais ils manquaient d'expérience en série. L'année d'après, ils sont revenus, puis ils ont prouvé à tout le monde que c'était l'équipe à battre. Ils ont remporté la Coupe Stanley. Puis tu sais quoi? Aujourd'hui, encore une fois, ils font partie des favoris pour la remporter. Puis je pense qu'on va avoir le droit, moi, honnêtement, à une finale Lightning-Avalanche en grande finale. J'avais prédit ça l'an dernier. C'est pas arrivé, mais cette année, pour moi, il n'y a aucune chance que l'Avalanche passe à côté de ça. Et je vois encore une équipe comme le Lightning, avec une équipe avec autant d'expérience en série, avec des vétérans comme ça, des gars qui ont vu neiger quand même dans la Ligue nationale, qui ont été en mesure de récolter des expériences qu'ils ont eues dans le passé. Je les vois vraiment gagner cette série-là, puis honnêtement, se rendre en finale contre l'Avalanche du Colorado. Alors, bref, on aura la chance de s'en reparler. On se parlera peut-être au début de la 3e ronde des demi-finales avec on va se croiser les doigts, une série Canadien-Avalanche. Ça serait pour les partisans, pour les amateurs de sport, les amateurs de hockey, ça serait vraiment tout un duel.
Mais honnêtement, comme je t'ai dit, Boston va gagner, Tampa Bay va gagner, puis là, ça a l'air comme ça parce que, bon, c'est des équipes qui mènent présentement dans leur série, à part les Bruins, mais Lightning va gagner, les Bruins vont gagner, même chose pour l'Avalanche, et je vois le Canadien gagner en 7 matchs contre les Jets. Alors, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais honnêtement, c'est vraiment des séries enlevantes, puis je pense que c'est une des bonnes années pour écouter les séries éliminatoires. Alors, je vous invite à le faire si vous n'écoutez pas assez les séries depuis le début, là. C'est vraiment, vraiment une bonne année, puis c'est des bonnes confrontations qu'on a le droit depuis le début, donc je vous encourage à le faire, c'est sûr et certain. Puis, FX, en conclusion, je remarque deux choses. D'abord, Ouais. 3 équipes dans ce carré d'as fictif font en fait partie de la division normale du Canadien. Ouais. Ça c'est pas bien bon pour nous autres. Numéro Non. 1, ça montre qu'on a vraiment une très, très forte division. Puis ça, t'enlèves les équipes qui sont pas là de cette division-là, genre les Panthers, là. Genre Ouais. les Sénateurs dans 2-3 ans, genre bon. Chose 1. Point numéro 2, si le Canadien bat les Jets, ils sont dans le top 4 des meilleures équipes de la Ligue. Top 4, il va y avoir 32 équipes dans un mois, 32, là. Pas 16, pas 20, pas 24, pas 30, 32. Ouais. C'est honnêtement, en tout cas, moi, il y a une semaine, je voulais mettre tout le monde dehors. Mais ça, c'est moi. Hein? Garde. Mais c'est vrai, mais honnêtement. Le temps répare les choses. Je pense que la division Nord était quand même une division où, en séries éliminatoires, tout était possible. Ouais. Mais après la saison qu'on a eue du Canadien, puis la fin de saison surtout, j'étais zéro confiant quant aux chances du Canadien de se rendre en série. Finalement, on a eu le droit à un petit miracle avec le choke des Maple Leafs, puis vraiment le Canadien qui a connu du succès, puis Carey Price qui a volé une série à lui seul. Puis je pense que juste pour ça, ça justifie le salaire qu'on lui donne. Je pense que Marc Bergevin là-dessus, là, il a quand même eu chaud. Puis, mais honnêtement, c'est. Marc Bergevin nous l'a vendu comme ça en début de saison. Bon, on peut terminer là-dessus. Marc Bergevin nous l'a vendu comme ça en début de saison. Moi, tout ce qui se passe en saison, c'est beau. Bon, il y a eu un bon début de campagne de la part du Canadien aussi également. Mais c'est en série que ça compte. Et présentement, on voit que l'expérience paye. Corey Perry est écœurant. Honnêtement, j'aimerais ça le revoir l'an prochain. Eric Staal semble meilleur en série. Il y a comme une genre de cohésion qui commence à se créer avec Corey Perry aussi également. Puis Josh Anderson, c'est un joueur de série à 100%. Pour ne pas les meilleures séries nécessairement, mais c'est un joueur de série, c'est un joueur d'énergie. Un gars qui peut scorer aussi également, puis qui est super rapide. Puis Tyler Toffoli, pour moi, gros coup de cœur. Fait que non, honnêtement, on assiste à quelque chose de gros. Puis c'est beau pour le développement parce que les jeunes aussi, les jeunes de cette équipe-là du Canadien présentement, sont en train de se prouver. Donc vraiment, là, c'est très, très cool. Puis, en passant, là, je lis les messages depuis tantôt. Là. Oui, je suis célibataire, mais je ne suis pas intéressé à rencontrer personne. J'ai trop un horaire chargé présentement, trop occupé. Voilà. Donc, malheureusement, je suis non disponible aussi en ce moment. Donc, malheureusement, mon père devient une agence de rencontre, mais malheureusement. Et voilà. Malheureusement, et on termine avec le commentaire de chat qui dit la cohésion des vieux, c'est bien dit. Ouais, c'est bien dit, la cohésion des vieux a mené le Canadien où il est. On croise nos doigts, FX, pour avoir une série Avalanche-Canadien. Ouais. Un gros merci. Écœurant comme toujours. Lâche pas ton bon travail. On se parle en 3e ronde. Ouais, et on se parle, c'est ça, beaucoup plus vite que la dernière fois. Là. C'est promis avec plus de jeu de la communication. Là. On va avoir la chance en masse de pouvoir se parler. Là. J'ai hâte. Je te manquerai pas la prochaine fois. non, c'est promis pour vrai. Merci beaucoup. Salut. Excellent travail de FX Bénard, animateur et producteur au 91.9 Sport. Super chronique, très intéressant. On a couvert toutes les séries de la Ligue nationale. Si vous avez manqué ça, vous pouvez remonter. Ça va être disponible en rediffusion. Vous pouvez reculer, avancer, aller partout où vous voulez pour écouter. FX, donner son avis sur les différentes séries. Quelques prédictions de mon côté aussi. Très, très intéressant. De l'autre côté de la pause, c'est Simon Bédard. C'est le meilleur culpa de Simon Bédard et moi parce que on était déjà en mode bilan mercredi dernier. Ça nous est tombé d'en face. On s'en parle après la pause. Salut, à tout de suite.